cette table ronde, la numéro 3, vous avez déjà entendu beaucoup de choses. Là, elle va s'attaquer encore à un énorme pan de la vie de Louis Joinet, c'est-à-dire cet inlassable défenseur des droits humains. Vous l'avez vu aussi, et comme vous connaissez un peu, la question de Haïti, Bosnie-Herzégovine, le Chili, l'Argentine, la Bolivie et bien sûr l'Uruguay vont être au cœur de nos échanges. Vous savez que la question des droits humains là, a occupé Louis pendant, je sais pas, peut-être plus de presque 40 ans, je pense, quand il a été expert indépendant à la sous-commission de la protection des droits de l'homme de l'ONU. 36 ans d'investissement de combat qui s'est manifesté au-delà des textes et des décisions par un engagement extrêmement personnel, extrêmement émouvant. Vous le verrez, il y aura certainement nos intervenants qui vont en parler. Donc autour de la table, nous avons Dominique Simonneau, qui est contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Patrick Baudouin, qui est avocat, oui, président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la FIDH, qui nous parlera de dictature et crimes de masse de l'Amérique latine à Haïti. Puis Olivier de Frouville, cette fois-ci je ne me suis pas trompée, professeur de droit à l'Université Paris 2, membre du comité sur les disparitions forcées des Nations Unies, donc toute la partie ONU, expert pour les Nations Unies. Et enfin, Zelmar Michelini, qui est membre de Dondestan, qui est le fils de Zelmar Michelini, sénateur uruguayen, assassiné en 1976 par la junte. Lui nous parlera évidemment du rapport qu'il a eu particulier avec Louis et toute la convention des disparitions forcées. Voilà. Alors pour commencer cette table ronde, on ne va pas traîner parce que vous savez bien que le principe, plus ça va, plus on prend du retard. Donc commençons directement avec Dominique Simonneau, qui nous parle de Louis Joinet, qu'elle a bien connu. Oui, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne vais pas du tout parler de grands principes ou je ne sais pas quoi. Je vais parler de Louis. Louis, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était un cri poussé par ce qu'on appelait à l'époque les copains italiens, c'est-à-dire ceux qui étaient venus s'exiler en France. Et c'était « Appelle Louis Joinet, appelle Joinet, appelle Joinet ». Il n'avait que ce mot-là à la bouche et je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que ce Louis Joinet ?» Enfin, j'ai eu l'occasion de rentrer dans l'appartement mythique de la rue Mellet, couvert de livres et surtout et de plantes. Bon, pas les plus belles plantes que j'ai connues, mais les plantes de Germaine. Et j'ai connu Germaine. Germaine et Louis, c'est un des seuls couples au monde qui m'ait donné un jour envie de me marier. C'est-à-dire quand on les rencontrait, on se disait finalement ça vaut le coup. Ça vaut le coup déjà d'être les enfants de Germaine et Louis. Ça vaut le coup de vivre avec eux. Ça vaut le coup de croire. Ils avaient une telle osmose, une telle envie des droits de défendre les droits d'homme, de défendre tout le monde. D'ailleurs, c'est triste à dire, mais c'est à leurs obsèques que tout le monde a pu réaliser, vu le défilé de gens, du plus pauvre toxico SDF jusqu'à l'ambassadeur de je ne sais pas quoi, qui est un ancien réfugié de je ne sais où, qui ont défilé pour dire, chacun à leur tour, devant les cercueils de Germaine et Louis, qui ils étaient. Et je suis tellement fière de les avoir connus et ils m'ont tellement apporté de choses. Alors moi, je revois Louis. Je sais pas, j'ai plein d'histoires, je peux vous en raconter une. Il y a une fois, Lucio, je sais pas si vous le connaissez, Lucio Urtubia, un vieil anarchiste anti-franquiste, faux monnayeur, un peu braqueur. Comme tous les réfugiés, il arrivait à Paris avec un petit papier, en guise de papier, il y avait marqué Louis Joinet, 16 rue Mellet. Et il y était allé, il est tombé sur Germaine. À l'époque, Louis était conseiller de je ne sais plus quel Premier ministre. Et Germaine a appelé Louis en disant « Il faut que tu reviennes immédiatement, il y a un ami qui est ici et qui est très malade. » Très malade, Louis, j'insiste. Alors Louis dit « non, Germaine, je ne peux pas. » « Comment tu ne peux pas ?»
il faut que tu reviennes, je te dis que cet ami a besoin de toi, il est très malade. Aussitôt, Louis a fait demi-tour, je ne sais pas où il était, il est revenu, il s'est occupé de Lucio, il lui a dit, bon, vous n'avez qu'à lire le livre de Lucio d'ailleurs, ou celui de Louis, il le raconte, puisqu'il faut qu'on aille vite. Et puis, j'ai mais plein d'autres histoires comme ça, où le seul recours, c'était Louis Jouannet, Louis et Germaine. Et une des dernières manifs où je suis allée avec Louis, je le rencontre, c'était une manif de la justice. Je dis, bah Louis, je croyais que Germaine était au plus mal, que tu étais à l'hôpital. Il m'a dit, j'étais avec elle. Elle m'a dit, Louis, qu'est-ce que tu fais là? File à la manif, dépêche-toi. Et donc, évidemment, Louis avait obéi, il était allé à la manif. Et une nuit, je lisais un bouquin. Et dedans, d'un enfant malheureux placé, un enfant fracassé. Et qu'est-ce que je vois? Et enfin, les seuls jours heureux de ma vie, je les ai passés chez Germaine et Louis Jouannet, où le juge des enfants m'avait placé. Donc j'ai appelé Louis très tard, j'ai dit, mais Louis, c'est pas vrai. Mais où t'étais pas? Et voilà, Germaine et Louis, c'était ça. Bon, ben, j'aurais 1000 autres histoires à vous raconter, mais comme il faut faire vite, j'arrête. Tout ça pour vous dire que là où je suis maintenant, eh ben, ils me manquent tous les deux drôlement. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Sans Louis, est-ce que vous auriez eu envie d'être contrôleur général des lieux de privation de liberté? Il faut que je sois très honnête, je n'ai jamais eu de ma vie envie d'être contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je n'ai jamais candidaté, ça m'est tombé dessus et j'avoue, c'est une divine surprise. Mais je pense que j'aurais immédiatement appelé Louis pour lui dire qu'est-ce que tu en penses. Et qu'il m'aurait dit vas-y et que voilà. Alors, on va aborder, avant de parler de Uruguay et des Nations Unies, je pense qu'on va aborder la question de la FIDH et la manière dont Louis y a travaillé, a laissé sa patte, son énergie, sa présence. Alors, je laisse Patrick Baudouin en parler. Merci tout d'abord. Juste pour commencer, moi, je n'ai pas été un familier de Louis Jouannet, mais je l'ai croisé à de multiples reprises, tant il était omniprésent sur tant de sujets. Je dirais simplement qu'à chaque fois que je le voyais, ce qui me frappait beaucoup, c'était d'une part une extraordinaire sérénité, quelqu'un qui vous imposait un calme, et puis, à côté de ça, une force d'engagement et de conviction extraordinaire dès qu'il s'exprimait. Et sans que ça soit dans le propos violent, ou c'était toujours... Et derrière tout ça, qu'est-ce qui se dégageait? Mais j'enfonce une porte ouverte, ça a déjà été tellement bien dit, une humanité absolument fabuleuse. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est dommage, je préside aujourd'hui la Ligue des droits de l'homme depuis pas très longtemps, depuis quelques semaines, quelques mois. Auparavant, je vais parler de la FIDH, dont j'ai été président et très longtemps secrétaire général. Mais sur la Ligue des droits de l'homme, au sein de laquelle j'ai toujours été quand même assez actif, j'aurais aimé que Michel Tubiana soit là. Malheureusement, il est disparu parce que Michel a été très proche de Louis Jouannet dans tous les combats qui ont été rappelés tout à l'heure, qui sont des combats où la Ligue des droits de l'homme, que je représente aujourd'hui en tant que président, a été extrêmement active. Et les Basques, les Italiens, la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc une autre multifacette qui a été abordée de Louis Jouannet. Le troisième point, c'est un souvenir un peu plus personnel. Il se trouve que je milite à la FIDH et à la Ligue depuis 50 ans maintenant, donc ça fait une longue période. J'ai commencé avec Henri Leclerc, Michel Blum, Daniel Jacobi. Et la FIDH était une toute petite organisation dans ces années-là, qui avait du mal à se remettre de la période de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait laminé beaucoup d'autres organisations. Nous étions une toute petite organisation. Et nous n'avions aucun salarié. On se réunissait dans le bureau de Michel Blum, de Daniel Jacobi ou le mien. J'étais à l'époque secrétaire général.
Et il se trouve qu'on a eu une première personne à travailler avec nous qui s'appelait Antoine Bernard, qui était objecteur de conscience et qui, en tant qu'objecteur de conscience, est allé à Genève, dans les milieux, on va dire, droits de l'homme. Et c'est Louis Joinet qui l'a pris en charge et qui l'a formé. Et il a fait d'Antoine Bernard quelqu'un de, il n'est pas là aujourd'hui, quelqu'un d'extraordinaire qui est resté directeur exécutif et directeur tout court d'ailleurs ensuite de la FIDH pendant 25 ans, formé par Louis et qui a œuvré dans toutes les instances internationales avec une maîtrise absolue grâce à Louis. Maîtrise que je n'avais pas. Moi, je ne cache pas que parfois les colloques, tout ça, bon, je préfère être dans l'action parfois plutôt que dans le discours ou dans les couloirs, ce qui est toujours un peu compliqué. Et Louis Joinet, il savait tout manœuvrer. Il savait être dans l'action, il savait être dans les discussions, les convictions, etc. Et il a beaucoup imprégné la FIDH là-dessus. Alors, j'en viens au dernier sujet, et puis on complétera ensuite les uns après les autres, qui est évidemment le sujet essentiel pour nous, pour la FIDH, pour la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est l'action formidable de Louis Joinet dans les missions. Les missions. Louis était un des rares, malgré toute son activité, à être disponible au dernier moment. Est-ce que tu peux aller en Bolivie, en Uruguay, en Argentine, au Chili? Et il se rendait presque toujours, sauf impossibilité absolue, disponible. Et il a fait des missions extraordinaires sur les disparus, par exemple, qui n'était pas seulement le moment de la mission, le moment du déplacement, mais la suite qui était donnée et l'impact qu'il donnait en termes de répercussions auprès des politiques, des médias, des institutions internationales. Et évidemment à Haïti aussi, où il a joué un rôle important, car il a fait des missions dangereuses. Et là aussi, sans jamais abandonner, sans jamais revenir en arrière, mais toujours en avant avec beaucoup de placidité. Donc la FIDH lui doit énormément. Il a travaillé aussi pour Amnesty, pour toute une série d'autres organisations. Et puis, le dernier point, c'est que cela l'a amené, on y reviendra sûrement tout à l'heure avec Olivier, cela l'a amené à être vraiment aux avant-postes, à l'avant-garde de la lutte contre l'impunité. Et il s'est trouvé sur une période favorable, puisqu'on a eu la création de la Cour pénale internationale en 1998, et la même année, ce qu'on appelle l'affaire Pinochet. Pinochet, arrêté à Londres, et la découverte de l'instrument formidable qui existait déjà, mais qu'on n'avait pas suffisamment utilisé, qui est celui de la compétence universelle, la compétence extraterritoriale. C'est-à-dire la possibilité de juger, en dehors du pays où les crimes ont été commis, des criminels ou des bourreaux qui se trouvent dans des pays étrangers par des juridictions étrangères. Et ça, très vite, je me souviens avec Louis, on était très fébriles tous, et je vois des visages connus ici, je vois Philippe Texier, je vois plein de gens à cette époque. Quand on a vu l'affaire Pinochet, on a senti que c'était une opportunité pour relancer avec la Cour pénale internationale, la justice internationale, la justice universelle, la justice à laquelle on aspire, et sans laquelle il n'y aura jamais d'ordre juste international. Et ça, Louis était formidable. Et puis, Louis, il a été quand même celui des principes Joinet, les principes Joinet. C'est dire à quel point il était partout, et y compris pour la doctrine. Alors, les principes Joinet, je les ai repris parce que je ne les avais plus complètement en tête. 3 principes très simples. Le droit de savoir la vérité, le droit de savoir la vérité pour les victimes, le droit de savoir la vérité, le droit de la justice et le droit de la réparation pour les victimes. Il avait tout dit. Ça paraît simple, mais ce n'était pas du tout évident. Et c'est Louis qui a bien pesé ce socle, ces éléments du socle de la justice, à la fois la justice qu'on va qualifier d'un peu répressive, la justice pénale, mais aussi, ça a été dit tout à l'heure, très bien par plusieurs des intervenants, la justice transitionnelle. Voilà, donc, en tout cas, à la FIDH, dont j'ai été, je le rappelle, pendant longtemps président et secrétaire général, pour nous, Louis Joinet, c'est
ça a été un élément moteur extraordinaire et qui, un tout petit peu en marge de notre organisation, sans être directement dans la FIDH, a fait beaucoup progresser et l'image de marque de la FIDH et les combats que nous avons menés avec lui. Merci. Alors, on va continuer sur cette lancée du droit international et de l'ONU avec Olivier de Frouville qui va nous expliquer un peu dans la continuité qu'est-ce que c'était le rôle de Louis Joinet comme expert aux Nations Unies. Oui, merci. Merci beaucoup. Et merci d'abord à l'Institut français sur la justice et la démocratie, l'Institut Louis Joinet, et puis le syndicat de la magistrature et l'association Dandestan d'avoir organisé cette journée qu'on a évidemment beaucoup attendue. Merci en particulier aux amis de Dandestan d'avoir prévu ces pauses musicales qu'il aurait énormément appréciées, qui contrebalancent effectivement le caractère peut-être un peu trop majestueux du lieu, mais enfin, bon, tout de même très agréable, on ne peut pas se plaindre. Je veux aussi remercier ici des personnes qui m'ont mis en contact avec Louis Joinet, parce que moi je fais partie de la génération des bébés Joinet, des enfants. Alors effectivement, il y a Antoine Bernard qui n'est pas là, quelques années plus que moi, mais il raconte que quand Joinet le croisait, il disait « Ah, mon fils spirituel !» Alors voilà, bon, c'était un de ses fils spirituels, effectivement, mais il y en avait d'autres. Des enfants spirituels, Martin Anstedt, voilà, j'en étais aussi, avoir croisé son itinéraire à un moment où on apprenait tout, il fallait qu'on apprenne. Moi, c'était vraiment un moment où j'étais étudiant, en fait, et c'est grâce à Emmanuel Decaux, à Daniel Lechac, à Éric Patéron aussi, qui sont présents ici, que j'ai pu être mis en contact avec Louis Joinet, un moment où on animait cette association à l'université de Nanterre qui faisait le relais des organisations de défense des droits de l'homme, d'abord sous la houlette d'Éric Patéron et puis des professeurs. Et nous, on était les étudiants. Et dans ce cadre-là, je crois que c'était Emmanuel Decaux qui m'a demandé d'interviewer Louis Joinet sur l'ex-Yougoslavie, parce qu'à ce moment-là, il était membre du groupe de travail sur la détention arbitraire. Et il revenait d'une mission conjointe avec Tadeusz Mazowiecki, qui était le rapporteur spécial sur l'ex-Yougoslavie. Je dois dire que j'avais été un petit peu interloqué au début, et pas tout à fait convaincu en fait, par le personnage que je trouvais trop prudent, mais il faut dire que moi j'étais extrêmement révolté à cette époque par ce que je voyais de mes 20 et quelques années. Ça me paraissait tout à fait épouvantable, et je le trouvais très modéré, très balancé. Évidemment, après, j'ai compris sa position qui était justement tout en équilibre et un peu sur la ligne de crête, je crois. Quelqu'un a dit quelque chose comme ça, qui était la position de l'expert indépendant et évidemment du juge aussi. Donc merci à vous, parce que ça a été le début ensuite d'une très longue histoire, d'un très long compagnonnage. Et puis d'un apprentissage. Et donc, je crois que ça a été souligné, Louis Joinet, c'était aussi un éducateur. Il a été éducateur de rue et il avait le souci de la transmission. J'ai été stagiaire avec lui, puis son assistant, entre guillemets, d'abord stagiaire à la sous-commission des droits de l'homme. J'étais assis derrière lui, alors j'entendais tout ce qui se passait, tous les petits conciliabules. Je me faisais aussi marcher sur les pieds par les autres experts qui n'appréciaient pas que je sois là, mais enfin, Joinet tenait à ce que je sois derrière lui. Et puis ensuite, son assistant au groupe de travail sur la détention arbitraire, où j'avais la chance d'assister à des réunions qui normalement étaient privées, et puis donc d'assister aussi à toutes ces négociations, et puis d'avoir par la suite son décryptage. Et ça, c'était extrêmement précieux. C'était le seul expert à la sous-commission qui, après les séances, faisait un débriefing avec tous les stagiaires. Il invitait tous les stagiaires des États, des autres experts indépendants, des ONG, à venir dans une salle, et il leur donnait le sous-titre. Parce que quand on assistait aux séances de la sous-commission et qu'on avait une vingtaine d'années, on ne comprenait rien. C'est normal, c'était complètement crypté comme débat. Et donc il nous donnait les cartes pour nous faire comprendre quels étaient les enjeux, et surtout quels étaient les enjeux qui étaient sous des débats qui apparaissaient comme froidement juridiques. Alors qu'en fait, derrière ces débats froidement juridiques, il y avait vraiment des enjeux politiques fondamentaux. Donc c'était un apprentissage absolument fondamental. Alors, Joinet, il disait 30 ans d'ONU. À un moment, il était très content de pouvoir dire 30 ans d'ONU, comme ça. Et on peut faire une liste de mandats.
Il y a effectivement le membre de la sous-commission des droits de l'homme de 1979 à 2002, je crois. Il y a le représentant spécial du secrétaire général pour Haïti, le membre du groupe de travail sur la détention arbitraire, créateur, président, rapporteur du groupe de travail, puis membre du groupe de travail de 1991 à 2003. J'en passe, il me semble. Enfin, c'était à peu près ça. Alors, c'est une liste, on peut la parcourir très rapidement, mais derrière, il faut voir ce qu'il y a comme activité. Et là, il y a une foule de choses. Alors, vous avez déjà pu vous rendre compte que c'était quand même quelqu'un qui était suractif, à tel point qu'on était obligé de l'appeler l'ubiquiste, effectivement, parce que comme il était partout à la fois, c'était difficile d'arriver à tracer son itinéraire. Et il lançait de multiples projets, et il a un legs aux Nations Unies qui est très important dans toutes ses qualités. Alors, il y en a qui sont très connus, les principes Jouannet, effectivement, les principes sur la lutte contre l'impunité, qui est le fruit d'un travail de plusieurs années de travail, de négociation, d'abord à l'écoute des associations comme Donde Están, des associations de familles de disparus, en fait, au départ, c'était beaucoup ça, des associations latino-américaines, puisque la lutte contre l'impunité, c'était un concept qui venait de l'Amérique latine, d'écoute et puis ensuite de négociation avec les États qui l'a mené à bien. La Convention sur les disparitions forcées, on en parlera tout à l'heure aussi, c'est un travail de très long terme qu'il a mené. Et puis, il y a un legs opérationnel, il y a des procédures spéciales, des experts indépendants qui ont été créés sur une quantité de sujets qui sont en fait issus de processus qu'il a menés, processus de négociation qu'il a commencé à la sous-commission et puis ensuite qu'il a porté à la commission avec la création donc, de mécanismes qui sont des mécanismes en fait, de protection des victimes dans différents domaines. Il y a tout un travail aussi qu'il a fait avec des pays. Alors là, c'est plus difficile parce que le travail avec les pays, c'est plus ingrat, je dirais. Parce qu'au fond, quand on commence un processus thématique, par exemple un processus normatif, on part d'un point, on arrive à un autre, parfois ça met 10 ans, parfois ça met 20 ans, mais bon, si on manœuvre bien, et Louis Jouannet était un fantastique, il arrivait fantastiquement comme ça à manœuvrer, je reviendrai là-dessus si j'ai le temps, mais enfin, on y arrive, tandis que les processus avec les pays, on est toujours un point, un acteur parmi une multiplicité d'autres, et on se heurte aussi à des obstacles et à des contraintes qui sont bien supérieures. À y raconter, par exemple, on peut y penser aujourd'hui, comment il avait obtenu de visiter la prison d'Evin en Iran, dans laquelle il y a eu une révolte récemment, dont on ne connaît pas exactement le nombre de victimes, comment il avait réussi à contraindre les gardiens de la prison d'Evin à l'emmener dans la partie secrète de la prison d'Evin, où il y avait les prisonniers politiques. C'était une petite porte, c'est ça? La petite porte. Voilà. Pour raconter juste très vite l'histoire, parce qu'elle résume vraiment tout ce travail qui paraît complètement abstrait pour ceux qui ne connaissent pas, et là qui permet un peu de toucher la réalité du travail. Oui, c'était cette intelligence de terrain qu'il avait, de mettre des gens devant leurs responsabilités, et puis pour arriver à effectivement aller plus loin. Alors, bon, j'ai des tas de trucs à dire, mais il faut m'arrêter. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, si ma mémoire est bonne, il m'avait raconté qu'il visitait la prison avec tous les officiels, les administratifs, et puis il y avait une petite porte de rien du tout. Puis il dit, mais il y a quoi derrière? Mais non, la porte, c'est pas grave, il n'y a rien. Non, mais ouvrez-moi la porte. Et il réussit à se faire ouvrir cette porte, et là, effectivement, derrière, c'est là qu'il découvre les cachots, tout ce qu'il ne voulait pas, qu'on ne voulait pas qu'on sache, enfin on montre un rapporteur de l'ONU, quoi. Donc ça, c'était aussi une intelligence pragmatique. C'était un talent de négociateur. C'est le premier qui a réussi à attraper, à arracher une autorisation de visite à la Chine à l'époque, et y compris au Tibet. Il n'a pu aller au Tibet, ce qui paraissait tout à fait inimaginable. Mais bon, ça, je dirais que c'est un peu la partie parfois frustrante, parce qu'une fois qu'on est parti, il faut qu'il y ait un suivi. Et puis, on voit aujourd'hui quelle est la situation en Iran après son départ. Alors, très rapidement, je sais pas. Très rapidement, oui. Très rapidement, bon, alors, très rapidement. Bon, j'ai encore 50 choses à dire, mais voilà, c'est moche. Créativité juridique.
Voilà, je tiens à appuyer là-dessus parce que moi, c'est évidemment tout ce qui m'a énormément inspiré. Ensuite, c'est sa créativité juridique, cette capacité d'inventer des solutions. Avec ce terme qu'il avait à l'ONU, le fond, c'est la forme. Alors, je ne décrypte pas parce que je n'ai pas le temps, et comme ça, vous me poserez la question, ça me permettra d'y revenir. Et puis, je crois que quelque chose aussi qui est très important, c'est son interprétation pour les juristes, et pour les magistrats peut-être, c'est l'interprétation du droit, sur laquelle j'aimerais revenir. Bon, alors, je peux vous renvoyer aussi un article où j'ai essayé un petit peu de décrypter certaines de ces formules. Alors, il y avait des formules géniales comme ça, hein. Ça aussi, c'était un don pédagogique. Donc, à l'ONU, le fond, c'est la forme. Sans les ONG, l'ONU serait au chômage technique. Voilà. Et puis, il disait aussi deux choses qui étaient liées. Il faut trouver la solution entre l'idéalement souhaitable et le relativement possible. Et en même temps, il faut trouver des compromis sans compromission. Voilà. Et en fait, toute sa pratique de juriste, qui est une pratique, comme on l'a bien décrite tout à l'heure, y compris juste avant, là, à propos des processus de paix, pas facile hein, quand même, quand on est juriste, de se prêter à ce type de processus où on est constamment au bord du droit, voire contre le droit. Quand il appelle les paysans du Larzac à la désobéissance civile, c'est, pour un juriste, pour un magistrat, c'est quand même pas une attitude évidente à adopter. Et pourtant, paradoxalement, Louis Joinet est toujours resté un juriste. Mais au nom d'une légalité, alors qui n'est pas supérieure et qui n'est pas celle du droit naturel, mais qui est celle des principes. On pourrait dire, pour aller vite, il privilégiait l'esprit sur la lettre. Voilà. Mais il était toujours un juriste, soucieux du droit, et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec ce qui a été dit, il n'était sans doute pas un magistrat typique, mais il était typiquement magistrat. Merci. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, je vais donner la parole à Zelmar Michelini, qui donc a une histoire uruguayenne et qui va nous parler de façon à la fois théorique et surtout incarnée de cette grande bataille de Louis Joinet contre les dictatures et en particulier son lien avec l'Uruguay. Merci et bonsoir. Et mon lien avec Louis Joinet, il est assez singulier parce qu'il avait connu mon père, qui était sénateur, comme a été dit, au tribunal Russell de Rome, où mon père était allé témoigner contre la dictature uruguayenne, accompagné de Norma Scopici, qui est une ancienne prisonnière politique qui avait été torturée. Mon père m'avait raconté à son retour de Rome, sa rencontre avec Louis Joinet, la sympathie qu'ils avaient ressentie l'un pour l'autre tout de suite, les soins qu'il avait pris de bien écouter la situation du Uruguay, de comment il s'était soucié de la sécurité des normes, qui contrairement à, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, contrairement à son conseil, avait décidé de témoigner à visage découvert. Donc, cette amitié naissant à Rome s'est fortifiée quand Louis Joinet, accompagné, si je me souviens bien, de ce grand ami qui est Philippe Texier, sont allés en Argentine et Joinet a fait une mission en Uruguay. Et donc, ils sont passés en Argentine, qui ont quitté peu avant l'assassinat de mon père. Et donc, mon père a été assassiné au mois de mai de 1976, et moi je suis arrivé à Paris au mois d'août de la même année. Je veux rebondir sur ce qu'elle racontait, madame, parce que à mon arrivée à Paris, tout le monde me disait téléphone Joinet, parce que l'amitié, je comptais le faire, mais j'ai eu tellement, à mon 31 jour de séjour à Paris, j'ai eu tellement d'incitations à téléphoner à Joinet que je l'ai téléphoné à 11h30 du soir un jour. à sa plus grande surprise, bon, mais il a très bien reçu, il s'est vengé en me donnant rendez-vous le lendemain à 8h du matin chez lui, place de la République. Et donc, et là, j'ai senti tout de suite ce côté humain, sympathique
il s'est tout de suite soucié de, bon, une fois les condoléances et de s'enquérir de la situation, parce que j'avais une sœur qui avait été entre-temps séquestrée en Argentine dans le cadre du plan Condor. Et donc, une fois tout ça dit, il s'est soucié de moi, bon, de nous aider, il aidait tout le monde. C'était un côté, lui qui était dans les grandes manœuvres juridiques, politiques, solidaires, il s'inquiétait de la situation de tout et chacun. Donc, moi, ce qui m'a étonné toujours, qui m'a frappé toujours chez Louis, c'était sa façon de défendre les principes avec pragmatisme. Mais agir avec pragmatisme sans oublier jamais les principes. Et je pense que là-dessus, c'est là-dessus peut-être qu'il s'avait beaucoup entendu avec mon père parce qu'il avait toujours agi comme ça. Voilà, c'était mon premier témoignage. Je voulais dire quand même qu'une autre chose qui m'a frappé chez lui, c'est toujours cette espèce d'arrêt mort qu'il avait par rapport à la situation des Norma Scopice, la femme qui avait témoigné à Rome et qui a disparu en novembre 1976. Et je me suis toujours dit, chaque fois qu'on se rencontrait, il me posait toujours la question comment ça s'est fait, est-ce que j'aurais fait assez de pression sur elle pour qu'elle ne témoignage pas à visage découvert, etc. Et je me suis toujours dit que dans cette angoisse de la disparition, il la ressentait beaucoup. Ce qui me frappe le plus, c'est ne pas savoir ce qu'il était devenu. Et je me suis toujours dit que lui, quand il travaillait à l'ONU sur la convention sur la disparition forcée, il avait toujours en tête ces souvenirs des normes, à laquelle elle a rendu hommage dans son voyage qu'il a fait à Montevideo en 2014, où elle a assisté à la marche du silence que chaque année commémore le jour de l'assassinat de mon père, les disparus du Guayenne, et il a manifesté avec les portraits des normes Scopice. Voilà, pour finir, je voulais dire... lui, il était un homme d'action et de réflexion. Il était au front et à l'arrière. Il allait partout et défendre les gens, faire respecter leurs droits. Et en même temps, il était à l'ONU en train de cogiter la façon de renforcer ces droits, d'inventer de nouveaux droits, de créer de nouvelles conventions. Et pour finir, tous les témoignages, j'étais frappé dans les témoignages qu'on a reçus, que ce soit de François Gess, le fondateur du CDTIM, de Norma Scopice, de la juge uruguayenne Mariana Mota, qui a eu l'honneur d'être menacée de mort par le même commando que lui, Jeannet, de tous, de l'avocat Edgardo Carvalho, avec lequel il avait créé le secrétariat international pour l'amnistie en Uruguay, cette vision-là, l'homme qui était toujours présent, toujours à l'action et toujours en train d'imaginer la suite des événements. Je voulais vous demander, poser une question sur justement cette convention des disparitions forcées. En Uruguay, ça a eu des conséquences pratiques visible, et là vous parlez peut-être au nom d'Ondestan, l'association, oui, mais bon, ça s'est manifesté comment? L'association d'Ondestan, qui a été créée il y a déjà presque 25 ans, pour justement accompagner la lutte des familles des disparus uruguayens. C'est qu'il y a autour de 200 disparus, une grande partie en Argentine, dans le cadre du plan Condor. Donc, notre association, cette convention-là, c'est un instrument, c'est un outil très important pour nous, pour tous les gens qui luttent contre la disparition forcée, parce que c'était quand en Argentine, en Uruguay, au Chili, les dictatures ont commencé à systématiser ces pratiques
qui était peut-être plus ancien que dans ces pays, par rapport à ces pays-là, on était un peu dépourvu. Il n'y avait pas une espèce de comment saisir l'affaire. Et je pense que maintenant, la Convention, c'est un instrument que nous invoquons très souvent dans nos démarches de toutes sortes, que les avocats aussi utilisent. Ça, c'est très important parce que toute la question que vous soulevez, Olivier de Frouville et M. Baudouin, c'est la question, c'est la pratique juridique, le droit. Il est long à faire, elles sont longues à mettre en place, mais elles sont des outils. Et souvent, entre ces outils et la pratique, vu de l'extérieur, on ne se rend pas compte de leur efficience. Là, on a un bon exemple. Peut-être vous en avez d'autres, justement, où la mise en place de la théorie, la créativité juridique de Louis Joinet a pu faire changer la vie des gens. Peut-être M. Baudouin. Juste dire un mot là-dessus pour embrayer, effectivement, parce que je suis aussi avocat, et dans beaucoup de dossiers qui sont devant le pôle qu'on qualifie de crimes de guerre et crimes contre l'humanité au tribunal judiciaire de Paris. Et c'est vrai que cette convention sur les disparitions forcées nous est extrêmement utile. Et on l'utilise donc au titre de la compétence universelle, la compétence extraterritoriale, sachant en plus qu'en France, je ne vais pas rentrer dans le détail et faire un cours de droit, mais en France, on a un problème qui d'ailleurs a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation très contesté, là récent, sur l'usage, l'exercice de la compétence universelle. Parce que quand on est sur le registre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, pour pouvoir saisir la justice française, il y a des critères, ce qu'on appelle des verrous, qui rendent en réalité difficile parfois, même souvent malheureusement, la saisine de la justice française. Alors les verrous, c'est par exemple le fait qu'il faut que le présumé responsable de ces crimes de masse ait une résidence habituelle en France. D'autre part, il n'y a que le ministère public qui peut engager les poursuites. Et enfin, il faut qu'il y ait un parallélisme au niveau de l'incrimination, par exemple crime contre l'humanité. Il faut que le crime contre l'humanité soit également poursuivi dans le code pénal du pays où le crime a été commis. Ce qui a donné lieu à un arrêt scandaleux de la Cour de cassation qui donc a enrayé des poursuites contre un présumé, il n'est pas condamné, donc il reste présumé responsable de ces crimes contre l'humanité en Syrie parce que le code de M. Assad n'a pas prévu de poursuivre les crimes contre l'humanité. Or, pour les disparitions forcées, j'y viens, comme pour la torture, il est plus facile d'agir, paradoxalement. Et il suffit, par exemple, que le responsable se trouve sur le territoire et les associations comme la FIDH, la Ligue des droits de l'homme, peuvent saisir la justice sur le biais de plaintes. Donc la Convention sur les disparitions forcées nous est extrêmement utile. Et ça, il faut le souligner, c'est pas seulement, parce que c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, nous les juristes, parfois on est trop dans nos conventions, nos traités, mais c'est le concret qui compte. Parce que derrière tout ça, ce sont des victimes des pires abominations, des crimes les plus horribles, puis des crimes de masse surtout. Et les disparitions forcées, bon, je pense à l'Algérie par exemple, où malheureusement les choses n'évoluent pas, qui est un pays sur lequel j'ai beaucoup travaillé, ça reste un instrument, même si pour l'instant on n'a pas encore réussi à percuter, mais on conserve ça. C'est extrêmement important. Et Louis Joinet, il faut le dire ici, a été un élément... Olivier, et vous venez de le rappeler, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un élément moteur dans la Convention de 2006, je crois, sauf erreur, sur les disparitions forcées. Merci. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose Juste oui, rapidement. Oui, non, juste concernant l'Uruguay, dans l'année 2013, en occasion de du 40e anniversaire du coup d'État en Uruguay, Louis Joinet, avec notre association, nous avons organisé au Sénat français un colloque justement sur cet aspect-là. Et il a été, Joinet, comme toujours, magistral dans l'organisation du colloque et dans son discours, parce que ça a permis d'influencer en Uruguay où on a une Cour suprême qui est assez conservatrice par rapport à
aux droits aux normes internationales des droits de l'homme. Donc, il est toujours, jusqu'à la fin, il était toujours un artisan et un lutteur. Ok, merci beaucoup. Rapidement aussi, rapidement alors. Une autre maxime de Louis Joinet, c'est quand la roue tourne. Alors il disait quand la roue tourne, au bout d'un moment, il avait fait une déclaration comme ça, je crois que c'était sur l'Argentine, parce qu'il y avait le délégué argentin qui se défendait de tout. Et puis quelques années après, il y a le même délégué de l'Argentine qui se faisait le champion de la lutte contre l'impunité. Et effectivement, la Cour suprême ensuite a annulé les lois d'amnistie, etc. Et donc il disait, en fait, on prépare l'avenir. C'est-à-dire que les instruments et tout le travail juridique, c'est pour être prêt au moment où la roue tourne, où le régime change. Et alors après, il y a évidemment un travail quotidien qui est que quand on lance des appels urgents du groupe de travail ou du comité, voilà, ça permet aussi, dans un certain nombre de cas, de sauver des gens très concrètement, de les protéger, de faire connaître leur cas, d'obtenir qu'il y ait une autorité qui se saisisse de leur cas et puis qui finalement les sorte de la disparition forcée. Donc c'est un travail au quotidien, un peu un travail de Sisyphe qui peut être désespérant. Et puis il y a des grands moments comme ça, Timor oriental, Kosovo, qu'il a vécu. Gambie, auquel il n'a pas participé, mais qui est un moment récent, on a vu comme ça le régime changer, et puis tout d'un coup mettre en place une commission vérité et réconciliation, à partir des principes Joinet, en utilisant les principes Joinet. Quand la roue tourne, effectivement, à ce moment-là, les choses se débloquent. Sur l'Algérie, Nacera Dutour est là, donc elle pourra en parler. On attend encore que la roue tourne, mais elle tournera. Ok, un dernier mot, Dominique Simenon ou... Je pense qu'on est nombreux ici à avoir dansé sur l'accordéon de Louis. Et c'est des souvenirs qu'on n'oubliera jamais, je pense. Parce qu'il jouait très bien de l'accordéon.